Entre 2013 et 2016, Vladimir Poutine a été élu selon le classement Forbes l'homme le plus puissant au monde. Une telle puissance dans les mains d'un seul homme ne peut amener qu'une forme de crainte, tout particulièrement lorsque celui-ci s'en vient à agresser un pays et à l'envahir. Dès lors, il convient de se poser la question: qui est véritablement Poutine ? Qu'est-ce qui se cache derrière sa personnalité? Est-il, comme certains tentent à le dire, un psychopathe? Ou est-ce beaucoup plus fin que cela? Eh bien, au vu des circonstances, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes au début justement de l'invasion de la Russie sur l'Ukraine. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de faire une analyse complète, de comprendre ce qu'il en est, sachant que j'avais déjà travaillé un petit peu mon sujet en amont, bien avant l'idée de ce podcast, et donc de voir en particulier qui est Poutine, comment est-ce qu'on peut l'analyser, et tout particulièrement au travers d'un outil qui est juste génial en termes de typage de personnalité et très puissant, qui est l'énéagramme, et également la spirale dynamique de Claire Graves. Nous allons voir justement plus en détail ce qu'il en est. Nous irons aussi un petit peu du côté du MBTI et nous parlerons également de la fameuse triade noire dans laquelle se retrouve justement cette notion de psychopathie. Donc on a un sacré bon moment ensemble. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen et au travers de celui-ci, je t'invite à découvrir toute la richesse, toute l'infinité de ton monde intérieur. Mais justement, puisqu'on parle de l'introspection, on parle du travail de soi, je crois qu'il est aussi nécessaire de comprendre comment on peut faire une analyse de d'autres personnalités, et tout particulièrement des personnalités qui sont des personnalités comme dans le cas de Poutine, qui sont des vrais cas d'école. Parce que là, il faut vraiment le dire, on est vraiment sur un cas d'école et donc on va aller voir ça. On va aller voir également aussi, ça va être intéressant parce qu'on va avoir des points des points conjoints, je dirais, avec un certain Donald Trump que j'ai analysé il y a, c'était l'année dernière, sur ma chaîne YouTube, justement, sur tout particulièrement son type énéagramme. Et on va voir justement quels sont les points de concordance, les points de différence. On va pas faire que ça, bien évidemment. On a pas mal de choses à faire. Alors pour l'énéagramme, déjà, premier point en particulier par rapport à certaines personnes qui m'écouteraient sur cette partie-là et qui ne sauraient pas ce qu'est l'énéagramme ou qui auraient des idées préconçues là-dessus, c'est un outil de typage de personnalité qui travaille au travers de 9 grandes familles de personnalités. Et non, ce n'est pas un effet de biais cognitif à la Kant, style un Barnum ou autre. Il y a des études sérieuses qui ont été faites justement sur la pertinence du modèle énéagramme, sur la finesse de celui-ci. Et donc ça va nous permettre justement d'avoir une grille de lecture qui sera la plus forte possible. Pour que vous sachiez plus en détail, pour que tu saches si tu ne me connais pas, je suis formateur en énéagramme depuis déjà de nombreuses années. Je suis notamment le créateur de la première formation numérique en énéagramme, c'est-à-dire la première qui a été créée sur le marché francophone et aujourd'hui, on va dire celle qui a le plus grand succès d'estime et aussi le plus grand nombre d'élèves. Si ça t'intéresse, si tu n'es pas élève de la formation, tu pourras retrouver un lien dessous qui va te permettre d'accéder à une masterclass gratuite pour mieux comprendre ce qu'est l'énéagramme, même s'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances avancées, puisque justement, je t'aiderai à raccrocher les wagons. Et si tu es élève de mes formations, tu vas voir, ça va t'aider à beaucoup mieux comprendre, tout particulièrement sur la partie type. De même, on va utiliser un autre outil qui s'appelle Spiral Dynamics, dont notamment je donne des formations sur le sujet. Pareil, tu as le lien en description. Et qui est très intéressant parce que c'est un outil qui nous permet de mettre en lien la psychologie de la personnalité, mais aussi la partie de la psychologie sociale et aussi d'une étude sociologique. Donc c'est vraiment les deux choses qui vont nous aider là-dessus. Alors on rentre maintenant dans le vif du sujet, on va s'intéresser à ce cher Vladimir. Je pense que bon, il va pas trop aimer qu'on l'appelle comme ça parce que ça a tendance à le discréditer un petit peu, à lui donner un nom un petit peu mignon, un petit peu ridicule. Et justement, c'est intéressant parce que ce personnage-là est carrément à l'opposé. Il est carrément à l'opposé de ce côté mignon puisqu'il va démontrer une très grande masculinité dans sa façon d'être. Il va être vraiment un représentant de la force, de l'analyse froide, stratégique. Et moi, ce que je trouve très intéressant sur ce personnage-là, pour arriver à le décoder, c'est qu'il va susciter la crainte, mais pas seulement
chez des personnes qui vont être en opposition à lui, mais même face à certains grands dirigeants et grands dirigeants de plus grande puissance mondiale. Et ça, c'est vraiment un point clé que l'on doit prendre en considération dès maintenant, parce que la Russie est certes un puissant pays, mais ce qui est intéressant, c'est que l'approche qu'a eu Poutine, la façon dont il a travaillé sa posture, dont il a travaillé la mise en valeur du pays, semble montrer, et là par contre c'est une interprétation qui est très personnelle, une puissance qui est bien supérieure à ce qu'il en est en réalité. Je ne dis pas que la Russie n'est pas un pays puissant, loin de là, c'est un pays très puissant, mais l'image, la perception que l'on va avoir semble bien plus supérieure que ce qu'il en est. Encore une fois, et là j'ai mis la parenthèse dessus, c'est une perception personnelle. Maintenant, on va en venir plus en détail sur ce qu'il en est, sur sa personnalité, mais je souhaitais parler de cela en amont parce que ça, déjà, on rentre sur l'analyse de personnalité de Poutine et ça nous aide déjà à comprendre des choses sur qui il est et sur sa manière de fonctionner. Alors c'est difficile quand même d'arriver à trouver des informations sur Poutine tant il est assez secret. Selon c'est dire, il a eu une enfance qui a été plutôt normale et assez humble, et il a été élevé sans émotion dans sa famille. Du moins, selon ses déclarations. Ce qu'il tente à permettre de comprendre aussi ce côté où il masque énormément ses émotions. Mais on va voir qu'il y a un autre enjeu qui est caché derrière. Le nom Poutine vient du russe Put qui signifie également chemin. Ce qui est intéressant parce que il semble être dans une dynamique de apporter un nouveau chemin ou du moins de retrouver le chemin perdu de la Russie. Très jeune, il se fait embaucher au KGB à l'âge de 16 ans et devient officier de celui-ci. Il quittera le KGB en 91 pour ensuite attaquer une carrière politique. Et donc cette carrière politique l'a amené jusqu'à devenir le bras droit de Boris Yeltsin pour finalement être élu président le 26 mars 2000. Voilà donc 21 ans que Vladimir Poutine est à la tête de la Russie et il n'est pas sans compter quelques attitudes peu recommandables, comme par exemple l'empoisonnement d'opposants à son régime. Et peut-être te rappelles-tu ou as-tu connu, je me rappelle, ça m'avait marqué à l'époque, donc c'était le 23 octobre 2004 précisément, le président ukrainien Viktor Yushchenko, qui venait tout récemment d'être élu, qui a été empoisonné et qui se retrouvait défiguré par un empoisonnement à la dioxine. Certains diront justement que, au vu de sa position politique, eh bien, le président Yushchenko était en opposition avec le gouvernement russe et dès lors une menace par rapport au plan de Poutine. D'ailleurs, plans de Poutine qui sont intéressants parce qu'aujourd'hui, du moins au moment où j'enregistre ce podcast, donc nous sommes sur l'invasion de la Russie, mais au vu de toutes les recherches que j'ai pu faire, et tout particulièrement sur l'enregistrement de ce podcast, même un petit peu avant, eh bien, il semble que Poutine avait cette idée en tête, avait ce plan dès le départ, dès le début, depuis justement son ascension au pouvoir en 2000, d'un moment donné, d'arriver à retrouver l'Ukraine. Ça, on va en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Maintenant, on va se focaliser plus en détail, maintenant qu'on a dépeint un petit peu plus le personnage. On va se focaliser un petit peu plus sur sa personnalité. Alors, j'ai parlé d'énéagramme, je t'ai parlé de Spiral Dynamics, spirale dynamique. Je vais également te parler de MBTI, ou du moins des caractéristiques de Jung dont on a parlé dans un précédent podcast. Donc, si tu ne les as pas vus, je t'invite à regarder ces podcasts liés justement aux fonctions cognitives et aux 8 profils de personnalité selon Jung. Alors, ce qu'on va déjà voir qui est très clair sur Poutine, c'est une tendance introvertie. On pourrait croire qu'il est extraverti,
puisque finalement il évolue dans une sphère politique, dans une sphère qui est liée à la partie sociale. Si on prend les instincts primaires, on va parler de l'instinct social. Mais malgré cela, on sent que c'est un effort et on sent qu'il a une énergie très introvertie. Donc on est vraiment en opposition d'ailleurs avec Trump qui est un pur, on va dire, curseur à fond sur l'extraversion. Trump va parler et réfléchir après. On l'a vu avec Twitter. Poutine, c'est vraiment à l'opposé. On concentre à l'intérieur, on est dans le monde intérieur et après on va sortir ce qui vient du monde intérieur. Et d'ailleurs, ce qui vient du monde intérieur est toujours très froid, très rationnel. Donc on voit que justement sur ces fonctions cognitives, on a quand même une dominante qui est quand même assez forte sur la fonction cognitive de jugement qui est la pensée. C'est aussi quelqu'un qui semble être assez lié au concret et donc là, on voit plutôt quelqu'un qui est pas dans le côté intuitif, mais plutôt dans le côté sensitif, toujours en termes de fonction cognitive. Donc, vous pourrez penser à une pensée plutôt introvertie, c'est-à-dire, je vais chercher à mon monde intérieur les pensées, ça va être le dominant, et après, être très sur la vie dans le monde extérieur, donc très sur les sensations extérieures du monde. Alors, après, en termes d'énéagramme, en termes de typage de personnalité, je me rappelle, c'était me semble-t-il, en 2014, parce que sa personnalité, je trouvais vraiment intéressante et très difficile à lire. Et je me souviens qu'à l'époque, donc du coup, j'avais fait quelques investigations. J'avais notamment lu un très bon bouquin, dont j'ai pas la référence, c'est là, ici, je l'ai pas retrouvé, sur justement l'histoire de Poutine, sur ce qui est caché derrière l'homme par un écrivain, un auteur qui avait vraiment fait une investigation assez forte sur sa personnalité. Et je me rappelle qu'à la sortie de cette lecture-là, j'étais avec une déduction qui était soit un type 5 énéagramme, c'est-à-dire une personne qui va être beaucoup dans l'observation, dans l'analyse, qui va être beaucoup dans le monde intérieur, ou un type 8 énéagramme. Donc le type 8 énéagramme qui va être plutôt sur les rapports de force avec les autres et qui va être plutôt sur je dois me montrer fort, je dois éviter toute sensation de faiblesse, je dois justement éviter d'être contrôlé. Je contrôle pour ne pas être contrôlé. Donc on a vraiment ces deux aspects et ces deux aspects sont vraiment très présents dans la personnalité de Poutine. On voit que ce côté introverti est très lié à la partie pensée. Ça nous rappelle beaucoup le 5 avec vraiment le besoin de comprendre le monde, le besoin d'observer, le besoin d'analyser, le besoin de préserver sa vie privée aussi très fortement, qui est vraiment en opposition avec l'ancien dirigeant Trump. Encore une fois, tu vas voir pourquoi je parle de Trump juste après. Et en même temps, on a ce côté 8 qui est présent. Et là aujourd'hui pour moi c'est vraiment clair, donc je vais t'éviter le suspense là-dessus. On est plutôt sur un type 8 énéagramme avec, comme on voit les fameuses flèches en énéagramme, avec un côté 5 qui est assez présent. Et c'est justement pour ça que je te parle de Trump juste avant, parce que si tu te rappelles sur l'analyse que j'avais fait de Trump, je te disais c'était un 8 social, enfin 8 et 8 social. Il me semble que je le disais, je sais pas si je le disais, bon mais au moins comme ça tu le sais. Et on a un 8 qui est là, beaucoup dans la sensation, extraversion, sensation extravertie, plutôt que, mais dominante, contrairement à Poutine, et avec un côté beaucoup plus fortement émotionnel. Et c'est intéressant parce que là, on voit toute la subtilité de l'énéagramme. C'est-à-dire que là, on a sur un Trump qui est un 8 social extraverti. Là, on est avec un Poutine qui est un 8 plutôt introverti. Et je dirais, en termes d'instinct type énéagramme, c'est-à-dire les trois instincts que sont l'instinct sexuel, l'instinct de survie et l'instinct social, on a l'un de ces trois instincts primaires qui sont présents à chacun d'entre nous qui est beaucoup plus fortement impacté, qui va nous permettre de trouver, on va dire, notre profil, pas notre profil secondaire, mais ce que j'appelle notre instinct type en énéagramme, c'est-à-dire notre type instinctif, et où là on va mettre tous les efforts. Et là pour Poutine je pense qu'on est vraiment sur du survie au vu de ce mode de fonctionnement. On a du social qui est quand même assez présent, mais voilà. Après là j'ai dit je crois, donc je suis vraiment sur un pronostic qui reste quand même un maître de la nuance. En revanche sur le fait de définir plutôt du 8 sur Poutine, et là encore une fois je tiens à dire ça aussi, c'est que quand
quand je fais mes analyses de personnalité, ça c'est vraiment un point clé que tu dois prendre en considération. C'est pas des analyses, excuse-moi l'expression, c'est pas des analyses à la con. C'est-à-dire que lorsque je cherche les analyses sur internet, sur l'énéagramme, sur quel type peut être telle ou telle personne, je vais souvent sur des sources anglophones, puisque c'est là où il y a le plus d'informations. Et très souvent, ce que je constate, c'est que ce sont des analyses qui sont faites à l'emporte-pièce, ou alors des analyses qui sont faites sans arriver à chercher vraiment à analyser le fond de la personnalité de la personne. Alors c'est toujours très dur parce que on n'a que des éléments extérieurs, on ne connaît pas la personne. Cependant, il y a plein d'informations qui permettent de le savoir. Et si tu as vu mes analyses de personnalité, celle de Mylène Farmer sur ma chaîne YouTube, celle de Éric Zemmour, celle de Trump, typiquement celle de Rocancourt également, eh bien ce sont des analyses de personnalité qui m'ont pris énormément de temps de recherche en amont. Et sur ce, je me base sur beaucoup de points, donc notamment la partie qui est liée finalement à l'attitude générale de la personne. Donc comme ça, ce que je suis en train de te donner là, ça te permet aussi d'avoir un petit peu les outils que j'utilise pour faire du typage. Bien que je les donne en formation, non pas sur le technicien énéagramme, mais sur le niveau avancé qui est le master énéagramme pour devenir maître praticien énéagramme. Donc voilà, pour les élèves du tech et master, enfin surtout du master, vous savez de quoi je parle. On est sur des analyses de typage où on va beaucoup observer, on va éviter justement enlever au maximum tout ce qui peut être des biais de jugement. C'est-à-dire que à la base, Poutine, on va avoir un a priori, comme c'est un personnage qui est très charismatique, on va avoir un a priori, je dirais charismatique déjà, j'ai dit un mot qui peut donner un a priori qui peut être biaisé. Je le reformule. Poutine est un personnage très polarisant, comme Trump, justement. C'est-à-dire que ce sont des personnes, on va les aimer ou on va les détester. On va être rarement dans l'entre-deux. Et c'est pour ça que je parle de charismatique, parce que dans ces traits de charisme, on va retrouver justement ce côté polarisant. Et d'ailleurs, ça confirme un autre point qui peut donner une piste sur son type énéagramme. Et donc, ici, pour arriver à faire du bon typage, il est nécessaire d'enlever ces préjugés ou ces a priori, et c'est ça qui me désole un petit peu lorsque je vois des analyses, tout particulièrement sur la grande question « Est-il un psychopathe ?» Si une personne n'aime pas Poutine, même si cette personne est un expert en psychologie, en psychiatrie, eh bien elle aura tendance à le cataloguer en tant que psychopathe. Si une personne aime ce type de leadership, eh bien elle aura tendance peut-être à avoir peu plus d'indulgence. Donc c'est vraiment arriver à mettre de côté la part émotionnelle, le biais émotionnel que l'on peut avoir par rapport à cette personne pour faire du typage. Ça, c'est une des choses que j'enseigne sur le master énéagramme, sur la partie typage. Parmi les autres points également, donc pour en venir vraiment sur une partie méthodologique, je vais donc analyser l'attitude générale de la personne, ses intentions, sa tendance à interagir avec le monde, sa vision du monde, quels sont les points qui vont être importants pour elle, mais également son attitude physique, son verbal, son non-verbal, et son verbal justement avec la sémantique. La sémantique est super intéressante. Et pour en revenir au 8 justement sur Poutine, on a une sémantique qui est très fortement liée au mot force. Être fort, être puissant. Et on a vraiment cette recherche-là, cette démonstration-là. D'ailleurs, on est toujours dans la démonstration de force avec Poutine. Et plus encore, on est dans les rapports de force. Et pour aller encore plus loin, un step plus loin, je dirais que Poutine aime les rapports de force. Et ça se voit. Ça se voit à plusieurs reprises. On sent qu'il joue avec ça. On sent qu'il y prend du plaisir. On sent aussi également, je ne sais pas si tu as vu récemment cette vidéo, je t'invite à la voir, où Poutine humilie, parce que c'est vraiment le mot qui est utilisé, le chef des renseignements extérieurs. Et la façon dont il lui parle, on voit que le chef des renseignements, le chef de l'intelligence, justement, qui lui parle justement du sujet ukrainien, eh bien on sent qu'il a une peur vis-à-vis de Poutine. Et Poutine le voit de suite. Parce que ça aussi, c'est un autre point clé sur Poutine, c'est que c'est un type très intelligent. Mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ça. Il le sent, il le flaire, comme on dirait avec des mots plutôt de 8. Il flaire
la faiblesse, la fébrilité de ce chef, voilà, donc de cette personne qui doit lui rendre des comptes. Et c'est ça ce qui est très intéressant de cette vidéo, c'est que il voit la faille, il rentre dans la faille et il renforce son moyen de le déstabiliser. Et un point clé sur le 8, c'est que lorsqu'il voit une personne en face de lui qui est en situation où justement il n'est pas fort, où il semble montrer de la faiblesse, eh bien ça ne va pas forcément lui plaire. Et là où Poutine va respecter des leaders, des dirigeants, d'ailleurs c'est un conseil que je donnerais à tout dirigeant qui devrait, même si un modeste conseil que je devrais donner à tout dirigeant face à un Poutine, c'est qu'il faut se montrer fort. C'est que c'est justement super important d'avoir une attitude de force face à un type 8 dans une situation de confrontation. Parce que justement, si on montre plutôt un état de faiblesse, on ne sera pas respecté. Et un 8 qui ne respecte pas une personne, surtout quand celle-ci est en opposition à lui, eh bien, va faire inconsciemment, peut avoir tendance, dans des cas comme Poutine, surtout dans des cas de désintégration, à chercher à plutôt écraser ou dans ce cas-là humilier. Donc on va voir ça. On voit aussi, il y a une autre, je sais pas si tu te rappelles, si tu avais vu ça, c'était un moment aussi qui avait été qualifié de moment épique face à une entreprise qui avait fait des abus. Et là justement on voit le côté énervement face à l'injustice. Donc c'était en Russie, c'était déplacé pour voir une entreprise qui avait fait vraiment des magouilles, plein de saloperies avec ses employés. Et Poutine avait parlé de façon très autoritaire au dirigeant. Il lui avait dit vas-y, je vois pas ta signature sur le document, alors tu viens et tu vas signer le document. Et c'était face à une vingtaine de personnes. Le gars se lève vraiment de façon un peu penaud, il arrive, il signe et il repart avec le stylo. Et juste là Poutine lui dit vraiment du tac au tac, et rends-moi mon stylo. Et la façon dont il communique est vraiment une façon très autoritaire, très en force. Et c'est un mode de communication qui est très vite. Parce que on pourrait voir, et j'ai vu cette erreur-là, se dire « Ah, Poutine, il pourrait être 6 parce qu'il joue avec la peur aussi des autres. Et également, il est dans ses rapports de force. » Mais le mode de communication en point de force d'un type 6 n'est pas le même que celui d'un type 8. Et on peut le voir notamment avec Éric Zemmour qui a cette tendance à être agressif, à répondre de façon agressive, mais on sent une forme de stress. Alors que sur Poutine, on sent une forme d'autorité. Et on n'a pas ce stress en base de fond. Et donc ça fait partie de ces points clés. On a aussi un point fondamental en termes de géopolitique, c'est que tout simplement, il recherche à prendre le contrôle sur ces terres et sur ce qui, selon lui, encore une fois, selon sa vision du monde, appartenait à la Russie. Donc, il veut récupérer ce qui appartenait à la Russie selon sa vision. C'est pour ça, d'où l'invasion ukrainienne, qui est un plan à long terme. Et là, on voit cette subtilité-là sur un 8 qui justement arrive à gérer de façon plus forte, ou du moins à masquer le côté très instinctif, très impulsif du 8. Et en même temps, on a un côté où il peut y avoir une forme de déni de réalité qui peut se manifester chez lui. Et c'est là que je trouve la différence avec Trump aussi encore présente, c'est que Trump, lui, dit ce qu'il dit, il dit ce qu'il pense sur le moment, il montre ses émotions. Poutine a un mode de communication très direct, ce qui confirme encore une fois de plus le 8, sauf que il masque très fortement ses émotions. Et au vu de son éducation et de son type énéagramme, pour justement revenir à ce dont je te parlais en début de podcast, ça montre typiquement que selon sa vision du monde, selon mon analyse, bien évidemment, nuancée par mon analyse, c'est une personne qui voit l'expression émotionnelle comme une faiblesse. Et c'est là justement où son 8 va faire en sorte qu'il va masquer, à chaque fois qu'il le peut, tout état de faiblesse. Là, c'est intéressant parce que si on parle d'émotion en tant que faiblesse, on peut aller sur la spirale dynamique. Et on peut déjà commencer à voir des aspects
sur le niveau d'évolution d'un point de vue sociologique de Vladimir Poutine. Et on va aller plus loin sur un autre cas clé. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette photo il y a une dizaine d'années en arrière où on le voyait, c'était vraiment une grosse campagne de communication, où on le voyait qui était torse nu en train de monter un cheval, se tenant bien droit, bien costaud. On le voit ensuite avec un fusil en train de chasser, on le voit à la pêche. On a un Poutine qui fait du judo. Donc on est quand même sur des activités et sur des postures qui sont très masculines. Donc il y a vraiment une démonstration de la masculinité qui est très forte. Et ça en vient avec un mème qui avait circulé sur internet qui est très drôle, où on voit d'un côté Poutine qui tient un léopard et à côté l'ancien dirigeant des États-Unis, Obama, qui était avec un caniche. Et c'est drôle parce que là, on a vraiment également deux approches, deux formes de leadership très différentes. Obama qui veut susciter de l'émotion, qui veut susciter de l'empathie avec son caniche, et Poutine qui veut susciter la force et le respect avec ce leader qui dompte un jeune léopard. Et une fois encore, on est sur la force, mais on est aussi sur une vision du monde qui est plutôt rouge en spirale dynamique. C'est-à-dire une vision du monde, mais on va voir qu'il n'y a pas que ça juste après. Une vision du monde qui est celle d'un monde, un monde dur, un monde où on va rechercher la conquête, et c'est là où on vient la différence avec où Poutine ne va pas forcément être dans totalement rouge. On va vivre dans l'immédiat. On va être dans justement cette vision, cette croyance aussi que ma voix est la bonne et elle doit être suivie. C'est un système de pensée qui va être plutôt égocentrique. Alors, j'en avais parlé sur mon analyse de personnalité sur Trump, on était sur du rouge. Sur Poutine, on va avoir des traits de rouge avec cette notion forte, mais on va aller sur un niveau finalement, et je pense que c'est vraiment le niveau, on va dire, qui va être le niveau actuel de Poutine. Poutine n'est pas dans la même vision du monde que celui de certains dirigeants, donc par exemple des dirigeants ou la culture qu'on va voir plutôt en Union européenne, sur de nombreux dirigeants de l'Union européenne, ou peut-être aujourd'hui aux États-Unis avec Biden. On est sur des mondes qui vont être plutôt sur de l'orange, voire du vert avec Obama. Et sur ces visions du monde orange, c'est celle qui finalement nous est la plus familière. C'est plutôt une vision du monde matérialiste où on va être orienté sur le consumérisme, sur l'entrepreneuriat, sur l'économie, sur les échanges. Et Poutine sait jouer, sait manier avec tout ça, mais pour lui, il est plutôt dans une vision qui est plutôt réactionnaire, qui est plutôt dans une vision plus traditionnaliste, plus moralisatrice, plus liée aux règles, plus liée donc à cette notion de conservation. Donc on va être plutôt sur le niveau qui est juste en dessous, qui est le niveau bleu de la spirale dynamique. Et c'est là vraiment que c'est intéressant. C'est-à-dire que la guerre de Poutine aujourd'hui avec l'Ukraine n'est pas une guerre économique, n'est pas une guerre de cet ordre-là. Ça va être une guerre qui va se faire avec des chars, qui va se faire avec l'armée. C'est une guerre de conquête. Mais une guerre de conquête, pourquoi? Non pas pour une prise de territoire, pour une prise de territoire, mais plutôt pour récupérer, encore une fois, selon lui, ce qui semble être, et d'ailleurs là on voit cette notion de justice, de sa justice à lui du 8, obstiné, quoi qu'il en coûte, de récupérer ce qui appartenait à la Russie. Parce que lorsqu'on parle à Poutine de l'Ukraine, l'Ukraine est russe, et elle devrait être russe. Donc c'est là où finalement il va aller, et sur ce bleu, on peut aller encore plus loin parce que on va être sur cette vision également d'un monde qui est, il parle beaucoup du vision du monde bipolaire. Et pour lui, en fait, vraiment, c'est là où il y a beaucoup de complexité d'un point de vue géopolitique pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais en même temps, si on s'intéresse, c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce podcast sur la psychologie. Si on s'intéresse à sa psychologie, si on va un peu plus loin, et justement à ces outils-là, à ces disciplines qui sont l'énéagramme, et ici tout particulièrement à la spirale dynamique pour comprendre les visions du monde, et tout particulièrement au sein de sociétés, eh bien on arrive à bien mieux comprendre, bien mieux cerner quelles sont les motivations, quels sont les véritables enjeux, et pourquoi une personne va faire les choses de telle façon, ou du moins un état. Et ici on est sous
cette vision bipolaire, c'est si on est un métasystème bleu, on est sur cette notion de ma vérité. Nous avons la vérité absolue. Eux, ils se trompent. Et c'est ce qui s'est passé par exemple au Moyen-Âge lorsqu'on avait justement les croisades avec le fait de dire ben voilà, la vérité du dogme chrétien doit être imposée à tout le monde parce que c'est ça la vérité. Alors là, je fais un parallèle qui est très, on pourrait dire presque trachylo-capté. Ah, tiré par les cheveux. Je voulais faire un mot intelligent, j'y suis pas arrivé. Alors, si tu arrives à trouver ce mot et que tu le vois, tu me diras dans les commentaires. S'il y a un commentaire de... tout dépend où tu écoutes ce podcast. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le podcast. Si tu aimes les épisodes ou que tu l'écoutes, à savoir que les podcasts sont présents sur toutes les plateformes, également sur ma chaîne YouTube aussi, tu le retrouveras, ou sur ma page Facebook. Donc, si tu aimes les podcasts, je t'invite vraiment à liker et surtout à mettre un 5 étoiles, tout particulièrement sur des plateformes telles Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, parce que ça aide énormément à faire connaître ce podcast. Et moi, ça me motive encore plus à faire d'autres épisodes sur d'autres personnalités. Tu me diras d'ailleurs si tu aimes. Moi, j'imagine que si tu es là au bout de 30 minutes, c'est que l'épisode te plaît. Alors, on va continuer justement sur ça. On était sur les visions du monde, donc les niveaux d'aspiradynamique. Donc, on est sur une évolution du beige, violet, rouge, bleu, orange, vert, jaune, turquoise. Donc, je l'ai mis dans l'ordre d'évolution. Le rouge, on était sur un monde qui était plutôt où on va aller chercher la gratification immédiate, les conquêtes. C'est le monde d'Alexandre le Grand, de Jules César. Je vais reparler de Jules César juste après. Le bleu, le niveau bleu, c'est celui d'après qui est celui plutôt du Moyen-Âge, on va dire en Europe, où on va chercher à montrer et à imposer une vérité absolue, où on va se sacrifier soit pour une collectif, et justement, c'est vraiment cette idée de sacrifice pour la nation qui est présente chez la vision du monde de Poutine. Et après, l'orange, c'est le niveau d'évolution d'après qui va être orienté plus sur du matérialisme, du consumérisme, sur la science, l'évolution de la science, du progrès et de l'économie. Et c'est intéressant, d'ailleurs, petite parenthèse, j'en avais parlé sur justement le canal privé Telegram de mes élèves sur la formation Votre Spirale. Je leur disais que ce qui est intéressant avec la Chine sur la prise de position, c'est que la Chine, bien qu'on ait un gros côté bleu, on est quand même beaucoup sur de l'orange, sur de l'économie, sur de l'enjeu économique. Et c'est pour ça qu'on a finalement... du moins au moment où j'enregistre ce podcast, ça peut changer, un soutien qui n'est pas vraiment présent d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue d'intérêt. Lorsqu'on est sur du bleu en spirale dynamique, on va faire un soutien idéologique. C'est pour ça qu'à l'époque de la guerre froide, on avait vraiment ces deux blocs qui s'affrontaient, et on avait vraiment cette vision idéologique qui était présente, qui est très liée au bleu, avec mon dogme, ma vérité est supérieure à la tienne. Et l'orange, on sort de ça, on sort de ces valeurs absolues pour se dire, ben voilà, en fait, on va avoir une approche qui va être beaucoup plus pragmatique, donc des états beaucoup plus pragmatiques, dire, voilà, ce qui est important, c'est faire du profit, du bénéfice et finalement prospérer, faire en sorte que la nation prospère. Donc là, on voit que Poutine, c'est pas cet enjeu-là, puisque finalement, il est capable de sacrifier des relations internationales, c'est ce qui est en train de se passer justement avec les bonnes ententes avec les pays de l'OTAN, pour justement arriver sur une approche donc très bleue de voilà ce qui est juste pour nous. Et sur cette nostalgie, encore une fois, je reviens là-dessus, Poutine, lui, ce qu'il veut, c'est, selon sa vision, et ça c'est super intéressant, c'est que avec l'effondrement du mur de Berlin, avec la fin de l'URSS, avec justement le démantèlement, selon ses perceptions, de ce bloc puissant qu'était l'URSS, et je ne parle pas d'idéologie communiste ou autre, je parle d'un point de vue de la nation, d'un point de vue de l'État. Pour lui, ça a été une tragédie, ce qui s'est passé entre 89 et 91. Dès lors, il va arriver à reconstruire
cette puissance, on a vraiment cette nostalgie du passé qui le drive. D'ailleurs, petite parenthèse, la nostalgie du passé, j'en avais parlé également sur les motivations, qui sont des motivations également très bleues, de Éric Zemmour sur son analyse de personnalité que j'avais fait l'année dernière. Donc c'est intéressant de voir que finalement, en fait, avec des types de personnalités différents, on va retrouver des attitudes et des approches communes. Et de même, avec des types communs, comme par exemple le 8 de Poutine et le 8 de Trump, qui sont sur des niveaux spirales différents. Trump est à un niveau beaucoup plus bas, sur du plus rouge, du plein rouge. Eh bien, les attitudes, les façons de faire ont été différentes. Ce qui est intéressant aussi, moi, donc j'avais parlé justement de grands conquérants. Moi, Poutine, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe avec, petite parenthèse, avec justement l'ascension de Jules César. C'est-à-dire que Jules César est monté progressivement au pouvoir. Il a réussi à récupérer le pouvoir. Il a été consul à 2 reprises. Généralement, en fait, quand on était consul à Rome, petite parenthèse, puisqu'on est entre nous, et puis puisque tu es jusque-là, je vais te faire cette petite parenthèse historique. Consul, c'était un rôle de dirigeant, finalement, de la République romaine pendant 1 an. Et on avait donc 2 consuls qui étaient ensemble. Et César donc a été consul à 2 reprises, on peut l'être que 2 fois, il faut attendre 10 ans entre 2 consuls, mais en fait il dirigeait dans l'ombre les futurs consuls. Et à un moment donné, donc il a réussi à faire un coup d'état et à devenir dictateur. Alors la notion de, petite parenthèse aussi dans la parenthèse, la notion de dictateur à l'époque justement était d'avoir les pleins pouvoirs pendant 6 mois, et c'était pas vu comme le mot dictateur tel qu'on l'a aujourd'hui. Et donc il a eu les pleins pouvoirs pendant 6 mois, puis il a renouvelé encore pendant 1 an de plus, puis après il a renouvelé pendant 10 ans pour enfin le renouveler à la vie. Donc César n'a jamais été empereur, ça a été donc Auguste, son successeur, qui est devenu le premier empereur, et César était dictateur à vie. Et c'est d'ailleurs justement par cette prise de pouvoir progressive jusqu'à être dictateur à vie qu'est venue la notion moderne de dictateur. Et quand on parle de Poutine, lorsque je vois son ascension au pouvoir, que je vois sa façon de rester au pouvoir élection après élection et sa façon de contrôler le pays, mais progressivement on voit cette montée à puissance jusqu'à récupérer les points de pouvoir, un peu comme l'aurait fait un Jules César, qui n'a pas le même type énagramme d'ailleurs, ça c'est intéressant, mais on en reparlera. Je te laisse deviner quel est le type énagramme de Jules César, ça t'intéresse. Je pourrais faire un podcast, mais je suis pas sûr que ça intéresserait beaucoup de personnes, tu me diras. Et on est sur un dictateur ici qui est dans une approche, justement, on retrouve le rouge de la spirale, même si, alors, d'ailleurs, je parle de bleu, de rouge, alors ça peut porter à confusion, on peut se dire, mais il y a un niveau de la spirale dynamique, et en même temps, Nico, tu nous parles du niveau juste avant qui est le rouge. Donc il est bleu ou il est rouge? Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur notre évolution, nous ne sommes jamais radicalement une chose en particulier, ou un niveau d'évolution. C'est-à-dire que la spirale dynamique dit on évolue progressivement sur celle-ci. Et c'est des évolutions qui se font étape par étape. Il y a des gaps qui se font, mais par exemple, lorsque dans ta vie, tu t'es rendu compte à un moment donné que les vérités absolues, que le sacrifice de soi pour du collectif, eh ça n'avait plus de sens et qu'il était nécessaire de revenir à ton individualité et de te focaliser plus sur ta liberté et sur le fait de profiter du monde matériel, lorsqu'à un moment donné dans ta vie tu as eu ce moment-là, parce qu'il est arrivé à un moment donné, à moins que tu sois encore à niveau bleu, eh bien, lorsque c'est arrivé, ça a été un cap de vie, ça a été un tournant. Et c'est intéressant, la spirale dynamique permet d'expliquer justement pourquoi, à un instant T donné, on va radicalement changer, ou du moins changer de vision du monde. En fait, on est toujours la même personne, mais on évolue. Et en même temps, ce que l'on a été est quand même présent. Et c'est là où, sur Poutine, le rouge est quand même très présent, parce qu'on a ce côté dictateur, avec ce côté, d'ailleurs dictateur, je l'emploie ici, puisque officiellement il n'est pas dictateur, mais même Kasparov parlait de lui en tant que dictateur, et on retrouve vraiment toutes les attitudes. Et d'un dictateur qui est prêt à empoisonner ses victimes, où on a l'impression de se retrouver à l'ère des Borgia et du futur pape Jules II, qui était un 8 là aussi, petit retour historique à la Renaissance italienne, où ce pape Jules II n'a pas hésité à empoisonner ses ennemis. Donc ça, c'est vraiment des méthodologies que l'on va retrouver sur un niveau qui va être un niveau rouge de la spirale, et après sur un niveau bleu. Et donc sur le bleu,
qu'est-ce qui me fait dire qu'il est plus bleu que rouge? C'est parce qu'on est vraiment sur cette notion de collectif, de traditionnalisme. Maintenant, on en vient à la dernière question qui est finalement, alors, tu vois, la question de base, c'était est-ce que Poutine est un psychopathe? Et là, finalement, au vu de ce dont on a parlé, on s'est rendu compte que c'est bien plus subtil que ça. On a parlé de type énéagramme, on a parlé de spirale dynamique, on parle aussi d'un type qui est très intelligent quand même, il faut le noter, il faut le souligner, quelles que soient ses idées. Maintenant, est-ce que on pourrait... Alors, lorsqu'on parle de psychopathe, on va rentrer souvent dans le champ commun. C'est-à-dire se dire, voilà, c'est un psychopathe, c'est un sociopathe. Ou pire, on va dire, c'est un pervers narcissique. Alors, le mot pervers narcissique n'a aucun sens d'un point de vue de la psychologie clinique et des pathologies. Dans le sens où la perversion est une chose, le narcissisme est autre chose, et ce mot pervers narcissique qui peut... en fait, en d'autres termes, moi ce qui me dérange avec ce mot-là, c'est qu'il dit tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a tendance à l'utiliser à tout bout de champ, tout particulièrement pour qualifier un ex ou une ex qui a été un petit peu trop égoïste, voire qui nous a fait du mal. Or, c'est... L'arbre, pour moi, c'est l'arbre qui masque la forêt. C'est-à-dire que derrière, effectivement, il y a des personnes qui sont atteintes de pathologies. Et parmi ces pathologies-là, il y a des pathologies qui peuvent être d'ordre du narcissisme, de la psychopathie. Et là, j'en viens à une notion qui s'appelle la triade noire. Alors, qu'est-ce que la triade noire? C'est justement un regroupement de caractéristiques de la personnalité. 3 en particulier. Et ces 3 caractéristiques sont le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Les 3 sont très différentes. Si on prend le narcissisme par exemple, le narcissisme ça va être plutôt une attitude qui va être j'ai le droit de tout faire. Les autres existent uniquement pour m'adorer. Ce sont des personnes qui vont être très égocentrées, très égoïstes, qui vont revenir sur eux-mêmes, qui vont chercher à avoir toujours une gratification de leur propre image. On a un narcisse qui se regarde sur un lac. Typologie de personnalité qu'on peut trouver d'ailleurs chez Trump, les traits de narcissisme. Chez Poutine, on pourrait se dire peut-être un petit peu, parce qu'il y a quand même un côté où on sent une forme de vanité, une forme d'orgueil qui est présent en lui. On peut voir d'ailleurs justement sur des goûts du luxe qu'il n'hésite pas à porter et à montrer des montres qui valent plus d'un demi-million. Donc on sent qu'il y a une marque de pouvoir. D'ailleurs, marque de pouvoir, eh bien, on est quand même aussi en lien de nouveau avec le 8 sur la notion de pouvoir, de force, de rapport à la force. Et sur les traits narcissiques, on voit aussi un souci de l'image qui peut être subtil mais qui peut être présent chez Poutine. D'ailleurs, je soupçonne de quelques injections de Botox ou autres. Donc on voit qu'il y a quand même un souci de l'image. Mais un souci de l'image, tout le monde peut faire des injections de Botox, ça ne veut pas dire forcément que les personnes vont être narcissiques. Et en même temps, il faut faire la différence entre narcissisme et trait narcissique. Et un trait narcissique, c'est vraiment... beaucoup de personnes peuvent avoir des traits, des différents traits de personnalité, sans forcément tomber dans la version pathologique de la personnalité. Et pour le cas de Poutine, clairement, pour moi, il n'est pas un narcissique, même s'il peut avoir quelques traits. Maintenant, on en vient à 2 autres choses. On a la psychopathie et le machiavélisme. La psychopathie, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose c'est un terme fourre-tout en fait, vraiment, aujourd'hui, qui est très difficile à définir. On va parler de psychopathie primaire, de psychopathie secondaire, en fonction du champ dans lequel on va regarder, la définition peut varier. Ce qu'on peut constater sur un psychopathe, c'est qu'on va avoir, donc c'est un trouble de personnalité, on va avoir un comportement, des tendances à un comportement antisocial, on va avoir l'absence de remords, ou le manque de comportement humain dans le sens l'absence d'émotion justement sur notre attitude avec les autres. Et en même temps, un psychopathe peut faire preuve d'empathie, on va dire plutôt d'une empathie pas émotionnelle mais mentale, c'est-à-dire d'arriver à bien lire les émotions des personnes pour justement faire ce qu'il a à faire.
Donc on est sur un trouble de personnalité. Est-ce que Poutine a des traits de psychopathe? Oui. Est-ce qu'il est psychopathe? Dans le sens où un psychopathe aussi va avoir tendance à une forme de cruauté, une forme d'insensibilité. On peut sentir ça. Est-ce qu'il l'est? C'est compliqué. C'est difficile à définir, et qu'on soit clair ici, en fonction des informations extérieures que l'on a, je ne suis pas capable, et je pense que, à part une personne qui aurait bossé sur la psychopathie pendant une dizaine d'années de façon très avancée, serait difficile de dire oui ou non. Ensuite, il y a le troisième trait de la triade noire qui est le machiavélisme. Alors, le machiavélisme, ce sont des personnes qui vont être froides, calculatrices, qui ont tendance à détruire tout type de connexion émotionnelle avec les autres et qui sont dans une approche la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'ici, on est sur on va dire la caricature du machiavélisme, puisque Machiavel n'était pas machiavélique, Dieu merci. Et ici, sur Poutine, je dirais que si on prend la triade noire, on voit clairement que il y a du narcissisme, il y a du machiavélisme, il y a de la psychopathie. Et en même temps, quand on a un de ces trois troubles qui sont alliés à la triade noire, forcément les deux autres vont être présents. Et je dirais que dans le cas Poutine, on a des traits de machiavélisme bien plus forts et présents. Donc si on devrait prendre parmi les trois, je te dirais, on serait plutôt sur du machiavélisme. Alors j'entends aussi, j'ai oublié de le préciser, machiavélisme d'un point de vue psychologique. Maintenant, aussi, on pourrait se poser la question, la triade noire, donc narcissisme, machiavélisme, psychopathie, ce sont des définitions selon une approche de la psychologie. Sur d'autres approches, peut-être que certains rangeront le machiavélisme au travers d'une forme de psychopathie. C'est là où vraiment on est sur la nuance. Mais ce qui nous intéresse, nous, si on revient vraiment sur l'énéagramme, c'est que clairement, et en termes de spirale dynamique, si on prend juste l'énéagramme avec le type 8 et la spirale dynamique, on voit que clairement, on est sur un profil qui est plutôt désintégré du 8, c'est-à-dire que le côté froid, le côté dénué d'émotion, on se retrouve sur la désintégration du 5 également. Donc, on est un 8 qui est dans sa désintégration, non pas sur le 7, mais sur le 5. Donc ça revient justement à l'hypothèse que j'avais eue il y a quelques années en arrière, où je te disais, j'hésitais entre le 8 et le 5. Pourquoi? Parce que justement, son côté désintégré, son côté donc phase de stress, montre ces deux aspects de la personnalité. Voilà donc une analyse qui est assez complète, je dirais. Il y aurait probablement d'autres choses à dire là-dessus, mais en tout cas, j'espère qu'elle aura pu t'éclairer un maximum sur celui-ci. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, sur l'énéagramme, sur la spirale dynamique, eh bien, je t'invite à regarder le premier lien qui est dans la description de ce podcast ou que tu l'écoutes. Il y a une masterclass pour chacune, donc une masterclass sur l'énéagramme qui te permet de voir les 9 profils. On a également une série de vidéos sur Aspiralien. Alors, je ne sais pas si elle est accessible en ce moment ou pas. Donc, tu regardes le lien. Sinon, tu t'inscris sur la série de vidéos et tu l'auras plus tard pour la spirale. Et ainsi, ça te permettra vraiment d'aller plus loin. Et si tu es élève des formations avec moi, du technicien énéagramme, du master énéagramme ou de votre spirale dynamique, eh bien, je t'invite tout simplement à laisser un message soit sur le groupe Facebook des formations des formations tech et master énéagramme, soit sur le groupe Telegram de votre spirale dynamique ou le groupe général des élèves de formation. Comme tu vois, il y a plein de canaux sur lesquels on peut échanger et comme ça on ira ensemble et on ira encore plus en profondeur, on ira encore plus dans l'échange, peut-être pour parler de Poutine, mais peut-être aussi pour parler d'autres dirigeants que j'ai cités ou d'autres choses encore. Il y a aussi d'autres grands dirigeants que je pourrais faire. On m'a demandé également Emmanuel Macron, qui a un style très différent de ce cher Vladimir Poutine. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu voudrais que je fasse une analyse de personnalité de Macron ou de n'importe qui d'autre. C'était un plaisir. J'espère que toi aussi. C'était Nico Pen pour le podcast Connaissance de Soi. Et on se dit à très vite pour encore plus d'informations et encore plus de richesse sur la connaissance de soi.